Elle a attendu que le cercueil de son père touche la terre. Elle a attendu que les condoléances finissent, que les gens rentrent chez eux, que les bougies s'éteignent. Et c'est seulement là, quand la maison est redevenue silencieuse, que sa belle-mère l'a regardée dans les yeux et lui a dit « Ici, tu n'as plus ta place. Prends tes affaires et pars ». Elle croyait avoir gagné. Elle croyait qu'en jetant cette fille dehors avec un sac sur le dos et rien d'autre, elle avait remporté la dernière bataille. Elle croyait que sans argent, sans famille, sans personne pour la défendre, cette orpheline allait disparaître. Se perdre dans les rues. Plier. Ce qu'elle n'avait pas compris, ce que les gens comme elle ne comprennent jamais, c'est que Dieu ne dort pas. Surtout pas quand il s'agit d'un enfant que le monde a abandonné. Ce matin-là, une fille de 20 ans est sortie dans la rue avec 35 000 francs cousus dans la doublure d'un sac bleu. Perdue. Seule. Le cœur en morceaux. Et c'est exactement à ce moment-là, sur ce trottoir, dans cette ville qui ne s'arrête jamais, qu'une voiture noire s'est immobilisée à côté d'elle. Ce qui s'est passé ensuite, ni elle ni sa belle-mère n'auraient pu l'imaginer. Installez-vous bien. Parce que cette histoire va vous tenir jusqu'à la dernière seconde. Avant que je continue, si vous me regardez pour la première fois, dites-moi dans les commentaires d'où vous me suivez. Que ce soit de Douala, de Yaoundé, de Paris, de Bruxelles, de Montréal ou d'ailleurs, faites-le moi savoir. Et si cette histoire vous touche, si elle vous donne des frissons, si elle vous fait sentir quelque chose dans la poitrine, alors abonnez-vous à la chaîne, appuyez sur le pouce en l'air et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire d'Anita. Douala ne dort jamais vraiment. Même à 5 heures du matin, quand le ciel est encore entre la nuit et le jour, les camions de marchandises commencent déjà à rouler sur le boulevard. Les femmes de ménage prennent leur première course, et quelque part dans les quartiers populaires, une mère réveille ses enfants pour qu'ils ne ratent pas l'école. C'est une ville bruyante, agitée, impitoyable parfois, mais c'est aussi une ville qui respire, qui vit, qui bat comme un cœur géant au bord de l'Atlantique. C'est dans cette ville, dans un quartier qu'on appelle Ndokoti, que vivait la famille Bello. Une famille ordinaire en apparence. Un père, Monsieur Joseph Bello, homme tranquille qui travaillait dans le transport. Une belle-mère que tout le monde appelait Amina. Et 2 demi-sœurs d'Anita, Fatoumata et Djeneba, les filles biologiques d'Amina. Anita, elle, était la fille d'une première femme, une femme qui était morte quand Anita avait à peine 4 ans. Une femme dont Anita ne connaissait que le visage sur une vieille photo en noir et blanc que son père gardait dans le tiroir de sa table de nuit. Anita avait grandi dans cette maison avec l'étiquette de l'enfant de la première femme. Une étiquette invisible mais lourde. Très lourde. Dès l'âge de 7 ans, elle savait déjà qu'elle était différente des autres enfants de la maison. Quand Fatoumata et Djeneba recevaient des jouets pour Noël, Anita recevait une paire de sandales dont elle avait besoin depuis 3 mois. Quand les 2 filles allaient se faire coiffer au salon tous les samedis, Anita restait à la maison à laver le linge. Ce n'était jamais dit clairement. Amina n'était pas stupide. Elle savait comment faire les choses sans laisser de traces. Elle savait comment traiter une enfant comme une servante tout en souriant devant le mari. Joseph Bello, le père d'Anita, était un homme bon mais aveugle. Pas aveugle au sens médical du terme. Aveugle comme beaucoup d'hommes le sont quand il s'agit de leur foyer. Il voyait ce qu'il voulait voir, ce qu'Amina lui laissait voir. Quand il rentrait du travail fatigué, Amina lui servait son repas, lui massait les pieds, lui parlait doucement. Et pendant ce temps, Anita finissait la vaisselle dans la cuisine en silence. Joseph pensait que tout allait bien. Ou peut-être qu'il préférait le penser. Certains hommes choisissent la paix de leur maison même quand cette paix se construit sur la souffrance de leurs propres enfants. Anita avait appris à survivre dans cette maison. Elle avait appris à se lever avant tout le monde pour préparer l'eau chaude du bain des autres. Elle avait appris à manger ce qui restait dans la casserole après que tout le monde avait été servi. Elle avait appris à ne pas pleurer devant Amina, parce que ses larmes donnaient de la satisfaction à cette femme. Elle avait appris à trouver sa joie dans les petites choses. Dans les livres qu'elle empruntait à la bibliothèque de l'école. Dans les conversations avec sa voisine Madeleine, une vieille dame qui lui offrait parfois des beignets et qui lui disait toujours la même chose. « Ma fille, un jour, Dieu va te récompenser. Un jour, tout ce que tu endures va se transformer en quelque chose de beau. » Anita accrochait ces mots comme on accroche une lampe dans une pièce sombre. Malgré tout, Anita avait réussi à aller à l'école correctement. Pas parce qu'Amina voulait investir dans son avenir. Non. Mais parce que Joseph Bello tenait à ce que sa fille soit instruite. C'était la seule chose sur laquelle il n'avait jamais cédé face à sa femme. Anita pouvait aller à l'école. Et Anita, elle, s'était accrochée à cette chance comme à une bouée de sauvetage.
Elle était bonne élève. Même excellente. Parce que dans les livres, elle trouvait un monde où personne ne lui disait qu'elle était moins importante que les autres. Quand Anita avait 18 ans, son père avait commencé à tousser. D'abord une petite toux, le genre qu'on attribue à la poussière ou à un changement de saison. Puis la toux était devenue plus forte, plus fréquente. Joseph avait perdu du poids. Ses yeux avaient pris cette couleur jaune qui inquiète. Anita avait supplié Amina de l'emmener à l'hôpital. Amina avait mis des semaines avant d'agir, toujours avec une excuse, toujours avec un report. Quand ils y étaient finalement allés, le médecin avait prononcé des mots qui avaient changé l'air dans la salle d'attente. Cancer du foie. Stade avancé. Joseph Bello avait résisté pendant presque 2 ans. 2 années pendant lesquelles Anita avait tenu la maison, soigné son père, massé ses jambes douloureuses, lui lu des passages du Coran et de la Bible selon les soirs. Parce que Joseph était quelqu'un qui croyait que Dieu est partout, dans tous les livres, dans tous les cœurs qui cherchent la vérité. 2 années pendant lesquelles Amina avait commencé à prendre des décisions dans la maison comme si le mari était déjà mort. 2 années pendant lesquelles Fatoumata et Djeneba avaient commencé à traiter Anita comme la dernière des domestiques, avec l'accord silencieux de leur mère. Et puis un mercredi soir de juillet, alors que Douala était sous une pluie épaisse et chaude, Joseph Bello avait poussé son dernier soupir dans le petit lit de l'hôpital Lacintini, avec la main d'Anita dans la sienne et les yeux d'Amina fixés sur la montre au mur. Anita avait pleuré pendant des jours. Pas seulement parce qu'elle avait perdu son père, mais parce qu'elle savait, dans le fond de son ventre, ce que la mort de son père allait signifier pour elle dans cette maison. Elle ne s'était pas trompée. 3 semaines seulement après l'enterrement, Amina avait convoqué Anita dans le salon. Fatoumata était assise sur le grand canapé, les bras croisés, avec ce sourire qu'elle avait depuis toujours, ce sourire qui ressemblait à une victoire. Djeneba était dans sa chambre mais avait laissé sa porte ouverte pour entendre. Amina s'était installée dans le fauteuil de Joseph, le fauteuil que personne n'avait le droit de toucher avant, et elle avait regardé Anita avec ses yeux froids. Amina lui avait dit que maintenant que Joseph n'était plus là, les choses allaient changer dans cette maison. Elle lui avait expliqué, avec une politesse de façade qui était presque pire que la brutalité, que la maison appartenait à elle et à ses enfants. Que cette maison avait été achetée avec l'argent qu'Amina avait amené dans le mariage. Que légalement, Anita n'avait aucun droit ici. Que l'acte de propriété était à son nom. Et que par conséquent, Anita devait rassembler ses affaires et quitter les lieux avant la fin de la semaine. Anita avait regardé cette femme. Elle l'avait regardée longtemps. Elle avait voulu crier. Elle avait voulu pleurer. Elle avait voulu dire toutes les choses qu'elle avait retenues pendant des années, toutes les injustices, toutes les humiliations, toutes les nuits où elle avait dormi avec la faim parce qu'Amina avait préparé juste assez pour elle et ses filles. Mais Anita n'avait rien dit. Elle avait simplement hoché la tête, s'était levée, et était retournée dans sa petite chambre au fond de la maison. La nuit qu'Anita avait passée dans cette chambre avait été la nuit la plus longue de sa vie. Elle avait regardé le plafond pendant des heures. Elle avait pensé à sa mère qu'elle n'avait jamais vraiment connue. Elle avait pensé à son père et à la chaleur de sa main. Elle avait pensé à ce que Madeleine lui disait toujours. Un jour, Dieu va te récompenser. Elle avait pensé à tout ce qui l'attendait dehors sans argent, sans famille, sans personne. Et puis elle avait fermé les yeux, pris une grande inspiration, et s'était dit qu'elle n'allait pas mourir. Qu'elle était jeune. Qu'elle avait 20 ans. Qu'elle avait une tête sur les épaules. Qu'elle avait quelque chose en elle que personne ne pouvait lui prendre. Sa dignité. Le matin suivant, Anita s'était levée avant l'aube. Elle avait fait sa toilette avec soin, comme si c'était un jour ordinaire. Elle avait sorti son sac, le grand sac en tissu bleu qu'elle avait depuis le lycée. Elle avait plié ses habits un par un, ses quelques robes, ses 2 paires de chaussures, ses livres qu'elle ne pouvait pas se résoudre à laisser, sa vieille photo de sa mère en noir et blanc, et les économies qu'elle avait réussi à mettre de côté depuis 2 ans, un petit peu à la fois, des billets froissés qu'elle gardait dans une enveloppe cousue dans la doublure de son sac. En tout, elle avait 35 000 francs. 35 000 francs et un sac. C'était tout ce qu'elle possédait dans ce monde. Avant de partir, elle était passée devant la chambre de son père. La porte était fermée. Amina y dormait maintenant. Anita avait posé sa main sur la porte froide un moment. Elle avait murmuré au revoir à l'homme qui n'était plus là. Puis elle avait ramassé son sac, traversé le couloir, ouvert la porte d'entrée, et mis un pied dehors sous le soleil déjà chaud de Douala. La rue l'avait accueillie comme elle accueille tout le monde à Douala. Avec du bruit, de la fumée, des motos qui klaxonnent, des vendeurs qui crient, des enfants qui courent. La vie continuait comme si rien ne s'était passé. Et Anita avait marché.
Elle marchait sans savoir vraiment où elle allait. Elle avait une vague idée d'aller voir sa cousine éloignée qui habitait Veracruz, mais elle n'était pas sûre d'être la bienvenue non plus. Alors elle marchait, son sac sur le dos, ses yeux droits devant, sa tête haute même si son cœur était en morceaux. Elle avait pris la grande route qui longe le marché de Ndokoti, tournée vers l'avenue de la République, et continuait à pied sous le soleil. Elle ne voulait pas prendre un taxi tout de suite, parce qu'elle devait compter chaque franc. À Douala, les taxis-motos ne s'arrêtent pas de klaxonner, et ce bruit qui l'avait irrité toute sa vie lui paraissait presque réconfortant ce matin-là. Au moins, la ville était vivante. Au moins, quelque chose autour d'elle existait. C'est à ce moment précis, à cet endroit précis, sur cette avenue animée de Douala, qu'une voiture s'était arrêtée juste à côté d'elle. Ce n'était pas n'importe quelle voiture. C'était une voiture noire, longue, propre comme un miroir, du genre qu'on ne voyait pas souvent dans ce quartier. Une voiture de celle que les gens regardent passer en s'arrêtant de parler. Le vitre avant s'était baissé, et une voix d'homme avait dit simplement « Mademoiselle, excusez-moi ». Anita n'avait pas ralenti. À Douala, une fille qui ralentit quand une voiture s'arrête à côté d'elle, ça finit rarement bien. Elle avait continué à marcher. Mais la voiture avait continué à rouler doucement à côté d'elle. Et la voix avait repris « Mademoiselle, je vous en prie, ce n'est pas ce que vous pensez. Vous avez fait tomber quelque chose ». Anita s'était retournée. Et là, sur le trottoir, à quelques mètres derrière elle, il y avait son enveloppe. La petite enveloppe avec ses économies, cousue dans la doublure, mais la couture avait dû céder quelque part dans la marche. L'enveloppe était là, ouverte, avec les billets qui commençaient à se disperser dans le vent. Elle avait couru vers l'enveloppe, s'était accroupie pour ramasser les billets un par un, les mains tremblantes, le cœur qui battait fort. Et quand elle s'était relevée, l'homme était sorti de la voiture. Il s'appelait Éric Mâcon. Mais personne à Douala ne l'appelait par son prénom. Tout le monde disait Monsieur Mâcon. Il avait 38 ans, un visage sérieux mais pas froid, une stature qui occupait l'espace sans arrogance. Il était habillé simplement, une chemise blanche bien coupée, un pantalon noir. Mais la montre à son poignet, la façon dont le chauffeur restait à sa place sans bouger, la qualité du tissu de sa chemise, tout cela disait à Anita qu'elle avait affaire à quelqu'un qui n'avait pas à compter ses francs le matin. Éric Mâcon avait regardé Anita ramasser ses billets avec ce tremblement dans les mains, le sac lourd sur le dos, les yeux qui essayaient de ne pas montrer la peur, et quelque chose avait changé dans son regard. Pas de la pitié. Non. Quelque chose de différent. Quelque chose qui ressemblait à de la reconnaissance. Comme s'il reconnaissait quelque chose dans cette fille qu'il ne savait pas encore nommer. Il avait simplement dit « Permettez-moi de vous aider à les ramasser ». Et avant qu'Anita puisse répondre, il s'était accroupi à côté d'elle sur le trottoir de cette grande avenue. Lui, l'homme à la voiture noire, et il avait ramassé les billets éparpillés avec soin, les avait tendus à Anita un par un. C'était un geste si simple. Mais ce geste avait quelque chose d'énorme. Parce que ce matin-là, Anita n'avait rencontré que des gens qui prenaient. Et voilà un homme qui rendait. Quand il s'était relevé, il avait regardé Anita et lui avait posé une question directe mais sans insolence. Vous allez quelque part en particulier, ou vous marchez comme ça? Anita avait failli mentir. L'instinct de survie d'une fille élevée dans la méfiance. Mais quelque chose dans la façon dont cet homme la regardait, sans la déshabiller du regard, sans ce sourire gras que les hommes riches avaient souvent quand ils voulaient quelque chose l'avait retenue. Elle avait dit la vérité. Non, elle ne savait pas encore où elle allait. Éric Mâcon avait hoché la tête. Il lui avait tendu sa carte de visite. Une carte simple, avec juste un nom, un numéro, et le logo d'une entreprise, Mâcon Industries. Il lui avait dit que s'il pouvait faire quelque chose pour l'aider, elle n'hésitait pas à appeler. Et puis il était remonté dans sa voiture et était parti. Anita avait regardé la carte dans sa main pendant longtemps. Elle l'avait mise dans la poche de sa robe. Puis elle avait continué à marcher. Ce soir-là, Anita avait trouvé une chambre dans un quartier appelé Makep, chez une dame âgée qui louait des petites chambres meublées à des prix raisonnables. La chambre était minuscule, avec un lit, un ventilateur au plafond, et une fenêtre qui donnait sur la cour commune. Mais c'était propre. Et c'était à elle. Personne n'allait venir lui dire de partir dans cette chambre. Elle s'était assise sur le bord du lit, avait tenu la carte d'Éric Mâcon entre ses doigts, et s'était demandé si elle devait appeler. Elle avait tourné et retourné la question dans sa tête toute la nuit. Appeler un inconnu. Un homme riche. À Douala. Elle savait ce que les gens diraient. Elle savait ce que les gens penseraient. Mais le lendemain matin, après avoir dormi peu et réfléchi beaucoup, Anita avait pris une décision différente.
Elle allait chercher du travail. Seule. Sans appeler personne. Pas encore. Elle avait passé les 2 premières semaines à frapper à toutes les portes. Des boutiques, des restaurants, des petites entreprises, des salons de coiffure. Elle proposait ses services pour n'importe quoi. Faire les comptes, servir les clients, nettoyer, gérer un caisse. Elle avait son baccalauréat et quelques cours de comptabilité qu'elle avait suivis par elle-même avec des livres de la bibliothèque. Mais les portes restaient fermées. Soit on n'avait pas besoin de quelqu'un, soit on voulait quelqu'un avec de l'expérience, soit les yeux du patron lui disaient clairement qu'il attendait autre chose d'elle que du travail honnête. Au bout de 2 semaines, ses économies avaient fondu. Il lui restait à peine de quoi payer le loyer du mois suivant. Et c'est là, assise dans sa petite chambre avec le ventilateur qui tournait lentement au-dessus d'elle, qu'Anita avait pris la carte et composé le numéro. La voix qui avait répondu était celle d'une secrétaire. Anita avait demandé Monsieur Macon. La secrétaire lui avait demandé son nom, la raison de l'appel. Anita avait failli raccrocher. Et puis elle avait dit simplement « Dites-lui que c'est la fille du trottoir de l'avenue de la République ». Il y avait eu un silence. Puis la secrétaire avait dit « Ne quittez pas ». Éric Macon avait décroché moins de 2 minutes plus tard. Leur première vraie conversation au téléphone avait duré 20 minutes. Il n'avait pas posé de questions déplacées. Il n'avait pas cherché à l'impressionner. Il avait juste écouté. Quand Anita lui avait expliqué qu'elle cherchait du travail, quelque chose d'honnête, quelque chose où elle pouvait montrer ce qu'elle savait faire, il avait dit simplement « Venez demain matin à 9h. Voici l'adresse. » L'adresse était celle des bureaux de Macon Industries, dans un quartier d'affaires proche du centre-ville, dans un immeuble de verre et d'acier qui dépassait les bâtiments voisins d'au moins 5 étages. Anita s'était habillée avec ce qu'elle avait de mieux. Une robe bleue, propre, simple, avec des ballerines noires qu'elle avait cirées la nuit d'avant. Elle s'était coiffée avec soin. Elle avait mis la seule paire de boucles d'oreilles qui lui venait de sa mère, 2 petits cercles dorés. Elle était arrivée à l'heure. Pas en avance pour ne pas avoir l'air désespérée, pas en retard pour ne pas avoir l'air négligente. À 9h pile. La secrétaire l'avait accueillie et conduite dans une salle de réunion. Anita s'était attendue à un entretien classique. Un bureau, des questions, un contrat peut-être. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était qu'Éric Macon allait entrer dans cette salle et lui dire « Racontez-moi qui vous êtes vraiment. Pas votre parcours scolaire. Qui vous êtes ?» Personne dans la vie d'Anita ne lui avait jamais posé cette question-là. Elle avait répondu avec une honnêteté qui l'avait elle-même surprise. Elle lui avait parlé de sa mère morte trop tôt. De son père qu'elle avait aimé plus que tout. De la maison de Ndokoti et des années à grandir avec l'étiquette de l'enfant de trop. De ses livres et de la vieille dame Madeleine. De ses 35 000 francs et de son sac bleu. Elle n'avait pas cherché à faire pitié. Elle avait raconté les faits, simplement, avec une voix posée qui ne tremblait qu'une seule fois, quand elle avait parlé de son père. Éric Macon l'avait écoutée sans l'interrompre. Et quand elle avait fini, il avait dit « Je vais vous offrir un poste dans le département administration de cette entreprise. Vous commencez lundi. Le salaire est de 80 000 francs par mois avec une période d'essai de 3 mois. Si vous êtes aussi sérieuse que vous avez l'air, on réévalue à la hausse. » Anita avait voulu demander pourquoi. Pourquoi il faisait ça? Pourquoi un homme comme lui, occupé, puissant, avec des centaines d'employés, s'arrêtait pour une fille qu'il avait vue ramasser des billets sur un trottoir? Mais elle n'avait pas posé la question. Elle avait dit merci avec toute la dignité qu'elle avait, s'était levée, lui avait tendu la main pour une poignée de main ferme, et était sortie de cette salle de réunion. Dans le couloir, entre 2 couleurs des murs de l'immeuble, elle avait fermé les yeux une seconde. Et dans sa tête, elle avait entendu la voix de Madeleine. Un jour, Dieu va te récompenser. Le lundi suivant, Anita avait commencé son travail chez Macon Industries. Et elle avait travaillé. Vraiment travaillé. Avec une précision, une rapidité et un sérieux qui avaient rapidement attiré l'attention de ses collègues. Elle apprenait vite. Quand elle ne savait pas faire quelque chose, elle le demandait, elle prenait des notes, et la prochaine fois elle le faisait seule. Elle était toujours la première arrivée et souvent parmi les dernières à partir. Pas pour impressionner, mais parce que le travail était le seul endroit où elle se sentait à égalité avec les autres. Ici, personne ne savait qui était sa mère. Personne ne savait dans quelle maison elle était née. Ici, ce qu'elle produisait parlait à sa place. Les 3 mois d'essai s'étaient passés. Le responsable des ressources humaines l'avait convoquée dans son bureau. Il lui avait dit que le directeur général lui-même avait suivi son travail et était plus que satisfait.
Son salaire passait à 150 000 francs. Elle était confirmée dans son poste. Anita avait dépensé son premier vrai salaire avec beaucoup de réflexion. Elle avait d'abord payé 3 mois de loyer en avance chez la dame de Makep. Puis elle avait acheté quelques habits pour le travail. Et elle avait mis le reste de côté. Parce qu'Anita avait appris à ne pas gaspiller. Parce qu'Anita savait mieux que quiconque ce que ça faisait d'avoir un sac et rien d'autre. Au fil des mois, Éric Macon et elle s'étaient croisés dans les couloirs, dans les réunions, dans les petits moments de la vie d'une entreprise. Il ne lui faisait pas de faveur particulière au travail. Il ne lui parlait pas plus qu'aux autres employés devant tout le monde. Mais de temps en temps, il passait devant son bureau et il lui demandait si tout allait bien. Pas de façon insistante. Avec ce respect calme qu'il avait pour les gens qui travaillaient sérieusement. Un soir, après une longue journée où tout le monde était parti, Anita finissait de classer des dossiers quand Éric était passé. Il avait été surpris de la voir encore là. Il lui avait proposé de la raccompagner. Elle avait refusé une première fois. Il n'avait pas insisté. Une deuxième fois, quelques semaines plus tard, elle avait accepté. Dans la voiture, ils avaient parlé. Vraiment parlé. Et Anita avait découvert un homme que la façade riche cachait bien. Éric Macon était lui-même fils d'un petit commerçant de Newbell. Il avait construit son entreprise à la sueur de son front, avec une intelligence acérée et une discipline de fer. Il n'était pas marié. Il n'avait jamais trouvé le temps, ou plutôt, il n'avait jamais trouvé la personne. Il aimait la musique de Manu Dibango. Il lisait des livres d'histoire africaine. Et il avait une façon d'écouter les gens qui donnait l'impression qu'ils étaient la chose la plus importante dans la pièce à ce moment-là. Ses trajets du soir étaient devenus une habitude. Puis les conversations au téléphone le week-end. Puis un dîner dans un restaurant du bord du Wouri où le soleil couchant transformait l'eau en or. Anita n'avait jamais vécu quelque chose comme ça. Elle n'avait jamais eu quelqu'un qui s'intéresse à elle sans vouloir lui prendre quelque chose en retour. Avec Éric, elle apprenait lentement ce que ça signifiait d'être vue vraiment. Elle lui avait posé la question un soir, directement comme elle faisait toujours. « Pourquoi moi ? Il y a des centaines de femmes à Douala qui vous intéresseraient. Des femmes avec des familles, des réseaux, de l'argent. Pourquoi moi ?» Éric avait pris un moment avant de répondre. Il lui avait dit que quand il l'avait vu ramasser ses billets sur ce trottoir, il avait vu quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait jamais vu chez les femmes qui s'approchaient de lui pour sa fortune. Il avait vu une femme qui ne suppliait pas. Une femme qui ramassait ce qui lui appartenait avec dignité, même dans la pire situation. Et ça, c'était rare. Très rare. Anita avait baissé les yeux sur son verre d'eau. Et pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait pas cherché à cacher son émotion. 6 mois plus tard, un soir au bord du Wouri, Éric Macon avait pris la main d'Anita et lui avait posé une question. Simple. Sans grand discours. Juste, est-ce que vous voulez partager votre vie avec moi ? Anita n'avait pas répondu tout de suite. Elle avait regardé l'eau du fleuve, les lumières de la ville de l'autre côté, les pirogues qui rentraient au port. Elle avait pensé à tout le chemin parcouru depuis ce matin avec le sac bleu sur le dos. Et elle avait dit oui. Le mariage avait eu lieu 6 mois après la demande, dans une cérémonie intime mais magnifique. Pas le genre de mariage bruyant à 500 personnes qu'on voit à Douala parfois, avec des générateurs et des DJ jusqu'à l'aube. Non. C'était un mariage élégant, dans le jardin d'un hôtel au bord de la mer, avec juste les gens qui comptaient vraiment. Une centaine d'invités, de la musique douce, des fleurs blanches et dorées partout. Anita portait une robe crème cousue par une couturière locale qui avait mis tout son talent dans chaque couture. Elle était belle. Pas de la beauté des magazines. De la beauté des femmes qui ont souffert et qui ont quand même choisi de sourire. La seule personne qu'Anita avait voulu à ce mariage, outre les collègues qu'elle avait commencé à considérer comme des amis, c'était Madeleine, la vieille voisine de Ndokoti. Elle l'avait retrouvée et invitée. Madeleine était venue avec sa meilleure robe en pagne bleue et avait pleuré pendant toute la cérémonie. Des larmes de joie qui avaient mouillé le tissu de son mouchoir. Elle avait pris les mains d'Anita avant le début de la cérémonie et lui avait dit « Tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais dit. » Anita et Éric avaient commencé leur vie commune dans une belle maison à Bonapriso, le quartier résidentiel où les maisons ont des jardins et où la nuit on entend les criquets plutôt que les klaxons. Une maison avec des murs blancs, une terrasse couverte de bougainvilliers mauves, une piscine dans le jardin, et des chambres aux fenêtres grandes ouvertes sur les arbres. Anita avait appris lentement à se sentir chez elle dans cette maison. Ce n'était pas simple. Quand on a vécu des années dans une chambre du fond, dans la peur d'occuper trop d'espace,
Apprendre à marcher dans une grande maison comme si elle vous appartient vraiment, ça prend du temps. Mais Eric était patient. Et Anita était forte. Elle avait continué à travailler. Elle n'avait pas arrêté son travail parce qu'elle était devenue Madame Macon. Elle avait continué à aller au bureau, à classer des dossiers, à apprendre, à progresser. Elle avait demandé à suivre des formations en gestion, en comptabilité avancée. En 2 ans, elle était devenue responsable d'un département entier. Ses collègues la respectaient. Pas parce qu'elle était la femme du patron, mais parce qu'elle connaissait son travail et parce qu'elle traitait tout le monde avec la même considération, du vigile à l'entrée au directeur adjoint. Anita avait aussi commencé à faire du bien autour d'elle. Elle avait créé une petite bourse pour aider des lycéens de Ndokoti à payer leurs frais de scolarité. Pas une grande organisation avec des bureaux et des panneaux publicitaires. Non. Un engagement personnel, discret, qu'elle gérait elle-même avec une liste de noms et d'enveloppes remises à la rentrée. Elle avait aussi soutenu la dame âgée chez qui elle avait loué sa première chambre à Makep, en l'aidant à rénover sa cour pour mieux louer ses chambres. Sa vie avait pris une forme que personne, pas même elle, n'aurait pu prévoir 2 ans plus tôt. Et pendant ce temps, à Ndokoti, dans la maison de Joseph Bello, la vie d'Amina et de ses filles continuait aussi. Mais pas de la même façon. Les gens du quartier avaient vite su ce qui était arrivé à Anita. Douala est une grande ville, mais les nouvelles voyagent vite dans les quartiers. Et quand la nouvelle de son mariage avec Eric Macon avait circulé, les langues s'étaient mises à fonctionner dans les 2 sens. D'un côté, ceux qui se réjouissaient pour Anita. De l'autre côté, ceux qui portaient les nouvelles jusqu'aux oreilles d'Amina. On dit que la honte fait plus de bruit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Amina avait entendu ce que les voisins se racontaient sur sa belle-fille devenue Madame Macon. Et au lieu de ressentir de la joie pour cette fille qu'elle avait contribué à former malgré tout, elle avait ressenti quelque chose d'autre. Quelque chose de lourd et d'amer qui s'était installé dans sa poitrine comme une pierre. Elle avait dit à ses filles qu'Anita avait eu de la chance. Que ce n'était que de la chance. Que ça pouvait arriver à n'importe qui. Et ses filles, Fatoumata et Djeneba, avaient répété les mots de leur mère comme elle l'avait toujours fait. Mais le karma ne travaille pas selon le calendrier des hommes. Et il n'est pas pressé. Les premiers signes que quelque chose n'allait plus pour Amina étaient arrivés lentement. D'abord, le loyer de la boutique qu'elle tenait au marché de Ndokoti avait augmenté et elle avait eu du mal à renouveler son bail. Sa boutique de tissus et de pagnes avait commencé à perdre des clientes, parce qu'une grande surface avec de meilleurs prix avait ouvert à quelques rues. Ses revenus avaient chuté. Puis le toit de la maison s'était mis à fuir pendant la saison des pluies, et les réparations avaient coûté une somme qu'Amina n'avait pas en réserve. Elle avait dû puiser dans les économies que Joseph avait laissées, et ces économies avaient fondu beaucoup plus vite qu'elle ne le pensait. Puis Fatoumata, l'aînée des filles, avait eu un problème avec son mari. Elle s'était mariée 2 ans après la mort de Joseph, avec un homme qui semblait prometteur au début. Un homme qui travaillait dans une banque, bien habillé, bien parlant. Mais les murs d'une maison cachent beaucoup de choses, et derrière les murs de ce mariage, Fatoumata avait découvert que cet homme avait une 2e femme dans un autre quartier. Le mariage s'était terminé brutalement, et Fatoumata était revenue à la maison de sa mère avec ses 2 jeunes enfants et aucune ressource. Djeneba, la cadette, avait une situation différente mais pas meilleure. Elle avait toujours été celle qui comptait sur les autres pour vivre. Pendant des années, elle s'était appuyée sur la maison de sa mère, sur les petits cadeaux que les hommes lui offraient, sans jamais construire quelque chose de solide pour elle-même. Et quand la situation de la maison s'était mise à se dégrader, Djeneba avait réalisé qu'elle n'avait ni compétences ni économie pour faire face. La maison qui avait appartenu à Joseph Bello commençait à montrer son âge. Les murs avaient besoin d'être repeints. La cuisine avait des problèmes de tuyauterie depuis des mois. La petite voiture Kamina avait encore été tombée en panne et la réparation dépassait ce qu'elle pouvait payer. Les enfants de Fatoumata avaient des frais scolaires. La maladie faisait des allers-retours dans cette maison, parce que quand le stress s'installe, le corps finit toujours par en parler. Un soir, Amina s'était assise à la table de sa cuisine avec ses 2 filles. Elles avaient regardé leurs factures, leurs dettes, leurs besoins, et la somme disponible dans le compte. Et le silence qui avait suivi cet exercice avait été très éloquent. C'est Djeneba qui avait dit ce que personne ne voulait dire en premier. Peut-être qu'on devrait contacter Anita. Amina avait d'abord rigidifié les épaules comme quelqu'un qu'on vient de blesser. Elle avait dit non. Qu'elle n'allait pas aller demander quoi que ce soit à cette fille. Que c'était hors de question. Fatoumata avait acquiescé pour ne pas contrarier sa mère. Mais Djeneba n'avait pas lâché. Elle avait dit, doucement mais avec fermeté, «
Maman, nos enfants doivent manger. Nos enfants doivent aller à l'école. Ce n'est plus une question d'orgueil. Cette nuit-là, Amina n'avait pas dormi. Et dans les nuits suivantes, les mêmes pensées tournaient dans sa tête. Elle pensait à Anita enfant dans cette maison, à comment elle l'avait traitée, à ce qu'elle lui avait dit le matin où elle l'avait mise à la porte. Elle pensait à ces mots qu'elle avait prononcés avec une froideur qu'elle n'aurait peut-être pas dû. Et dans l'obscurité de sa chambre, avec le bruit de la pluie sur le vieux toit mal réparé, Amina avait ressenti quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti souvent dans sa vie. Quelque chose qui ressemble à de la honte. La démarche avait duré plusieurs jours. Amina avait d'abord demandé à des gens du quartier de trouver comment contacter Anita. Elle ne voulait pas appeler directement. Elle voulait d'abord savoir si Anita serait disposée à les recevoir, avant de se déplacer et d'essuyer un refus en face. Quelqu'un avait donné un numéro. Quelqu'un d'autre avait passé le message. Un matin, le téléphone d'Anita avait sonné. C'était un numéro qu'elle ne connaissait pas. Elle avait répondu. Et la voix dans le téléphone lui avait dit que Amina et ses filles souhaitaient la rencontrer. Si elle le voulait bien. Anita avait tenu son téléphone dans sa main pendant un long moment après la fin de l'appel. Elle avait regardé par la fenêtre de son bureau, les bougainvilliers du jardin de l'immeuble, le ciel bleu sur Douala. Et elle avait réfléchi. Elle avait pensé à tout ce qu'elle aurait pu ressentir dans ce moment. La colère, d'abord. Elle avait le droit à la colère. Cette femme lui avait volé des années de son enfance, l'avait utilisée comme une servante, et l'avait jetée dehors le matin qui avait suivi l'enterrement de son père. La satisfaction, ensuite. Il y avait une partie d'Anita qui aurait pu dire non et raccrocher, et personne n'aurait pu lui en vouloir. Ce n'est pas de la méchanceté de se protéger. C'est humain. Mais Anita avait pensé aussi à ce qu'elle était devenue. À la vie qu'elle avait construite. À Eric qui lui avait dit un jour que les gens vraiment forts ne gardent pas de rancune parce que la rancune est trop lourde à porter et qu'elle ralentit ceux qui portent. À Madeleine et à ses beignets et à ses mots. À la photo en noir et blanc de sa mère dans son tiroir. Et elle s'était demandé ce que sa mère aurait fait dans cette situation. Une femme morte si jeune, laissant une petite fille de 4 ans. Une femme dont Anita ne connaissait que le sourire sur une vieille photo, mais dont elle sentait parfois la présence comme une main posée sur son épaule. Sa mère aurait dit « Ouvre la porte ». Anita avait rappelé le numéro et fixé un rendez-vous pour le samedi suivant. Le samedi en question, Amina, Fatoumata et Djeneba étaient arrivées à la maison de Bonapriso dans un taxi dont elles avaient eu du mal à payer la course. Elles s'étaient arrêtées devant le portail de la maison et avaient regardé le jardin, les bougainvilliers mauves, la voiture noire garée sous l'ombrage, la façade blanche et propre. Aucune d'elles n'avait dit un mot. Mais leur visage avait dit beaucoup de choses. La gardienne les avait fait entrer. Et quand Anita les avait rejointes dans le salon, les 3 femmes s'étaient levées presque en même temps, comme par réflexe. C'était un geste involontaire. La façon dont on se lève instinctivement devant quelqu'un qu'on reconnaît, qu'on respecte malgré soi. Anita les avait regardées. Amina avait vieilli. Pas de beaucoup, mais ça se voyait. Ce quelque chose de dur qu'elle avait dans les yeux jadis était toujours là, mais atténué maintenant par autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la fatigue et à de la défaite. Fatoumata avait les traits tirés d'une femme qui n'a pas beaucoup dormi depuis des mois. Djeneba regardait autour d'elle dans le salon avec des yeux qui calculaient malgré elle. Anita avait dit « Asseyez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez boire quelque chose ?» Amina avait ouvert la bouche. Et ce qui en était sorti n'avait pas été les mots élaborés qu'elle avait préparés pendant des jours dans sa tête. C'était juste « Anita, je regrette. » 2 mots. Juste 2 mots. Mais avec un poids immense. Un silence avait suivi. Fatoumata avait regardé ses mains. Djeneba avait les yeux brillants. Et Amina avait continué, la voix qui tremblait par endroits comme un vieux mur qui cède. « J'aurais dû te traiter différemment. J'ai fait des choses pour lesquelles il n'y a pas de bonne excuse. Et je comprends si tu ne veux pas nous aider. Mais j'ai mes enfants et mes petits-enfants qui ont besoin. Et je n'avais nulle part d'autre où aller. » Anita avait écouté sans l'interrompre. Et quand Amina avait fini de parler, Anita n'avait pas dit immédiatement ce qu'elle avait décidé. Elle avait d'abord demandé du thé. Pour tout le monde. Et pendant qu'on le préparait dans la cuisine, elles avaient parlé. Vraiment parlé. Pour la première et peut-être unique fois dans leur relation, elles s'étaient parlé comme des personnes. Anita avait posé des questions sur la situation concrète. Les dettes, le loyer, les enfants, la santé. Elle avait écouté les réponses avec attention, sans jugement dans le regard,
sans ce sourire de victoire qu'Amina aurait peut-être eu dans la situation inverse. Puis Anita avait dit ceci: « Je ne vais pas vous dire que ce que vous avez fait ne m'a pas marqué. Parce que ça m'a marqué. Ce matin avec mon sac sur le dos, ce matin reste en moi. Mais je ne peux pas construire ma vie sur la rancune de ce matin. Et si mon père me regardait aujourd'hui, je veux qu'il soit fier. Pas de ma maison, pas de ma voiture, pas de ce salon. Fier de ce que je fais avec ce que j'ai. » Elle avait bu une gorgée de thé. Et elle avait ajouté: « Je vais vous aider. » Les façons dont elle les avait aidés étaient pratiques, réelles, mais sans se substituer à leurs propres efforts. Elle avait réglé les dettes les plus urgentes de la maison de Ndokoti, notamment les factures et les arriérés de loyer du commerce d'Amina. Elle avait payé les frais scolaires des petits-enfants de Fatoumata pour toute l'année scolaire. Elle avait eu une conversation longue avec Djeneba, une conversation sérieuse, sur ce qu'elle voulait faire de sa vie, et avait accepté de financer une formation de 6 mois en gestion commerciale si Djeneba s'engageait à aller jusqu'au bout. Pour Amina, elle avait fait quelque chose que personne dans la famille ne s'attendait. Elle l'avait mise en contact avec un fournisseur de tissus de qualité à des prix préférentiels, grâce au réseau d'Eric, pour que la boutique d'Amina puisse retrouver un avantage concurrentiel. Ce n'était pas un cadeau. C'était une opportunité. Le reste dépendait d'Amina. Ces démarches, Anita les avait faites seule, sans en parler à tout le monde, sans les afficher. Eric était au courant parce qu'Anita ne lui cachait rien. Et Eric, qui était l'homme qu'il était, n'avait pas posé de questions inutiles. Il avait juste dit: « Tu fais ce que tu penses être juste. Je suis là. » Les mois qui suivirent furent étranges pour tout le monde. Amina et ses filles avaient repris leur vie, un peu mieux équipées, un peu moins dans le précipice. Amina avait relancé sa boutique avec les nouveaux fournisseurs. Ce n'était pas riche, mais c'était viable. Djeneba avait commencé sa formation, pas toujours avec enthousiasme, mais elle y allait. Fatoumata avait trouvé un travail à mi-temps dans une école comme assistante de maternelle, ce qui lui permettait d'être près de ses enfants. Elle ne parlait pas beaucoup avec Anita. Elle n'appelait pas souvent. Ce n'était pas une réconciliation de cinéma avec des larmes et des embrassades et des déclarations d'amour familial. La réalité est plus compliquée que ça. Les blessures laissent des marques. Mais quelque chose avait changé dans l'air entre elles. Un nœud s'était un peu desserré. La honte qu'Amina portait s'était allégée d'un peu, parce qu'elle avait fait ce que peu d'adultes savent faire. Elle avait regardé ses actes en face et elle avait dit: « Je regrette. » Et Anita, elle, dormait mieux. Il y a une chose que personne ne dit souvent sur le pardon. On parle du pardon comme d'un cadeau qu'on offre à quelqu'un qui a mal agi. Mais en réalité, le pardon est surtout un cadeau qu'on se fait à soi-même. Ce n'est pas oublier. Ce n'est pas dire que tout allait bien. C'est décider de ne plus laisser le passé tenir les rênes de votre avenir. Et Anita, en faisant le choix qu'elle avait fait, s'était libérée de quelque chose. Quelque chose de lourd et d'invisible qu'elle portait sans le savoir depuis des années. Elle avait raconté tout ça à Madeleine, lors d'une visite qu'elle avait rendue à la vieille dame à Ndokoti, dans la petite maison aux murs colorés. Madeleine avait écouté en sirotant son thé, et à la fin elle avait juste souri et dit: « Mon enfant, tu es libre. » La vieille dame avait raison. La vie d'Anita continuait de s'écrire. Elle et Eric avaient eu un enfant, une fille, qu'ils avaient appelée Joséphine en hommage au père d'Anita. Joséphine avait les yeux d'Eric et le sourire de sa mère. Et quand Anita tenait cette petite fille dans ses bras, le soir dans la chambre douce et parfumée de la maison de Bonapriso, elle pensait au destin. Au fait que parfois la souffrance est le chemin, pas l'obstacle. Au fait que le sac bleu sur le dos d'une fille de 20 ans avait mené jusqu'ici, jusqu'à cette vie, jusqu'à cet enfant. Douala continuait de tourner autour d'elle. Le boulevard restait bruyant, les taxis klaxonnaient, les marchés sentaient le poivre et le poisson frais, les pirogues traversaient le Wouri au coucher du soleil. La ville avait son rythme propre, indifférent aux histoires individuelles, mais Anita l'aimait pour ça aussi. Parce que dans cette ville, une fille avec un sac et 35 000 francs pouvait devenir quelque chose. Parce que dans cette ville, les chemins ne sont jamais tout à fait fermés tant qu'on continue d'avancer. Elle avait revu Amina une dernière fois dans une circonstance qu'elle n'avait pas prévue. C'était une fête de quartier à Ndokoti, une de ces célébrations de rue avec de la musique et des femmes qui dansent et des enfants qui courent dans tous les sens. Anita était passée là avec Eric et la petite Joséphine pour rendre visite à Madeleine qui ne pouvait plus se déplacer facilement. Et dans la rue, elle avait croisé Amina. Elle s'était regardée. Juste une seconde. Et Amina avait fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait dans toute la vie commune qu'elles avaient partagée dans cette maison. Elle avait incliné légèrement la tête. Pas une révérence. Juste un signe.
Un signe discret qui voulait dire je t'ai vu. Je te reconnais. Et je ne suis plus l'ennemi que j'ai été. Anita avait souri. Un sourire simple. Pas triomphant. Pas condescendant. Juste humain. Et elle avait continué son chemin. Eric avait vu l'échange sans poser de questions. Il avait juste pris la main d'Anita dans la sienne et ils avaient marché ensemble dans la rue de Ndokoti, avec Joséphine qui regardait les lumières de la fête et battait des mains. C'est ça, au fond, cette histoire. Ce n'est pas une histoire de victoire sur quelqu'un. Ce n'est pas une histoire de vengeance ou d'humiliation. C'est l'histoire d'une fille qui a refusé de laisser la souffrance décider de son caractère. D'une fille qui a gardé son cœur intact à travers des années où elle aurait eu toutes les raisons de le fermer. D'une fille qui a compris que la vraie puissance n'est pas d'écraser ceux qui vous ont fait du mal, mais de les dépasser tellement que votre succès parle lui-même, sans que vous ayez besoin de dire un seul mot. Douala est une ville de contraste. Elle est dure et douce à la fois. Elle brise certains et en construit d'autres. Elle n'a pas de pitié pour ceux qui attendent que les choses arrivent, mais elle récompense ceux qui marchent. Même avec un sac sur le dos et 35 000 francs. Même en pleurant. Même sans savoir où les pas vont mener. Anita avait marché. Et la ville lui avait répondu. Il y a des matins à Douala où l'air est différent. Où la lumière sur le Wouri a une façon particulière de tomber sur l'eau et de tout rendre possible. Anita aimait ces matins. Elle aimait s'asseoir sur la terrasse de la maison de Bonapriso avec sa tasse de café, avant que la maisonnée ne s'éveille, avant qu'Éric ne vienne chercher son café lui aussi, avant que Joséphine ne réclame son biberon depuis l'autre bout du couloir. Ces quelques minutes de silence matinal étaient à elle. Dans ces minutes-là, elle pensait parfois à ce matin de juillet, sous le soleil de Ndokoti, avec le sac bleu et la porte fermée derrière elle. Elle ne le faisait pas avec amertume. Elle le faisait avec la gratitude tranquille de quelqu'un qui a compris rétrospectivement que les pires jours peuvent être les jours tournants. Elle pensait à son père, Joseph Bello, et à sa main dans la sienne la dernière nuit. Elle lui chuchotait quelquefois des choses dans la brise du matin. Elle lui disait que Joséphine grandissait bien et qu'elle avait son sérieux. Elle lui disait qu'elle allait bien. Vraiment bien. Pas de la façon dont on dit ça pour rassurer les autres. De la façon dont on le dit quand c'est vrai jusqu'au fond. Son engagement envers la bourse scolaire pour les jeunes de Ndokoti avait grandi avec sa situation financière. Elle finançait maintenant chaque année les frais de scolarité de 20 lycéens du quartier. Elle ne faisait pas de cérémonie pour ça. Pas de photos, pas de discours. Juste une liste de noms et des enveloppes remises discrètement en début d'année scolaire. Quelques-uns de ces jeunes la connaissaient à peine. Mais ça n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était que 20 jeunes de Ndokoti allaient en classe grâce à une enveloppe qu'ils ne savaient pas toujours d'où elle venait. Eric avait un jour suggéré qu'ils officialisent cette aide, qu'ils créent une fondation avec leur nom, qu'ils en fassent quelque chose de public. Anita l'avait remercié et avait décliné gentiment. Elle lui avait dit que certaines choses restent plus vraies quand elles restent discrètes. Il avait souri et n'avait pas insisté. C'était une des choses qu'il aimait profondément chez elle. Elle ne faisait pas le bien pour être vue en train de le faire. 1 an après sa visite à la maison de Bonapriso, Djeneba avait terminé sa formation en gestion commerciale. Elle avait appelé Anita un soir pour lui annoncer. Sa voix avait un tremblement dans lequel Anita avait reconnu quelque chose. La fierté mêlée d'humilité. Le sentiment d'avoir accompli quelque chose pour soi, peut-être pour la première fois. Anita lui avait dit « Félicitations ». Et elle avait dit autre chose, une phrase courte mais importante. « Maintenant faites quelque chose avec ça. Pas pour moi, pas pour votre mère. Pour vous. » Djeneba avait dit « Oui ». Et quelque chose dans ce oui-là était différent des autres. Fatoumata, de son côté, avait réussi à stabiliser sa situation. Elle n'était pas riche. Elle ne l'était pas. Mais ses enfants allaient à l'école, ils mangeaient bien, et elle avait trouvé dans son travail à l'école maternelle une satisfaction qu'elle n'avait pas cherchée mais qui était venue. Elle appelait Anita parfois. Des appels brefs, pratiques, pour demander un conseil ou simplement pour prendre des nouvelles de Joséphine. Pas d'amitié profonde. Mais quelque chose de civil. Quelque chose d'humain. Quant à Amina, elle avait relancé sa boutique et elle se débrouillait. Pas fastueusement. Mais avec une dignité qu'elle avait retrouvée en se levant chaque matin pour ouvrir son commerce, en regardant ses clients dans les yeux, en comptant honnêtement sa recette du soir. Les cheveux d'Amina avaient beaucoup blanchi en peu de temps. Son dos s'était un peu voûté. Mais dans ses yeux, quelque chose de dur et de fermé d'avant avait laissé place à quelque chose de plus ouvert. Comme une fenêtre qu'on décoince après des années.
Elle n'avait jamais dit autre chose que les 2 mots du salon de Bonapriso. Mais ces 2 mots avaient suffi. Parce que certaines réparations ne se font pas avec de longs discours. Elles se font avec le temps, avec les actes, avec la façon dont on choisit de se comporter le lendemain et le surlendemain de sa plus grande faute. Douala avait ses saisons. La saison des pluies où les rues s'inondaient et où les gens couraient pour trouver un abri avec leurs sacs sur la tête. La saison sèche où la chaleur s'écrasait sur la ville comme une main de fer et où les ventilateurs tournaient sans arrêt. Et dans toutes ces saisons, la vie continuait, implacable et magnifique à la fois. Anita avait dans son bureau, sur son mur, la photo en noir et blanc de sa mère. Elle l'avait fait encadrer proprement, avec un beau cadre en bois sombre. Chaque matin en arrivant, ses yeux allaient vers cette photo une seconde. Et dans cette seconde, il se passait quelque chose d'intime et de silencieux qu'elle n'aurait pas su décrire avec des mots. Il y avait aussi, juste à côté de cette photo, un autre objet. Quelque chose qu'elle avait gardé depuis le début. La petite enveloppe froissée avec les billets de 35 000 francs, ou plutôt ce qu'il en restait, c'est-à-dire juste l'enveloppe vide. Elle l'avait gardée. Pas par superstition. Mais parce que cette enveloppe lui rappelait d'où elle venait. Parce que cette enveloppe lui rappelait qu'elle avait survécu à son plus mauvais matin. Et si elle avait survécu à ça, elle pouvait survivre à tout ce que la vie lui réservait encore. Un soir, elle avait demandé à Eric ce qu'il avait vu vraiment, ce jour sur le trottoir de l'avenue de la République. Pas la version courte qu'il lui avait donnée au restaurant au bord du Wouri. La vraie version. Eric avait pris le temps de répondre. Il lui avait dit qu'il avait vu une femme en train de traverser un moment difficile avec plus de classe qu'il n'en avait vu chez des gens qui n'avaient jamais connu un seul jour difficile dans leur vie. Il lui avait dit qu'il avait vu quelqu'un qui ne se plaignait pas, qui ne demandait pas, qui ramassait simplement ce qui lui appartenait. Et il avait dit, « J'ai vu quelqu'un que je voulais connaître ». Anita avait posé sa tête sur l'épaule d'Eric ce soir-là. Et ils étaient restés longtemps comme ça, sans parler, dans le silence de la maison de Bonapriso, avec au loin les bruits de Douala qui ne dormait pas. Voilà l'histoire d'Anita. Une fille ordinaire dans une ville extraordinaire qui ne fait pas de cadeaux mais qui ne ferme pas non plus ses portes à ceux qui ont le courage d'avancer. Une fille qui a appris que la bonté n'est pas une faiblesse, que le pardon n'est pas de la naïveté, et que le karma, ce mot qu'on prononce parfois légèrement, est une réalité qui finit toujours par s'imposer, dans un sens ou dans l'autre. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui vous a fait du mal, qui vous a sous-estimé, qui vous a dit que vous n'étiez rien, qui vous a fermé une porte au nez, cette histoire est pour vous. Non pas pour vous dire de vous venger, mais pour vous dire, avancez. Avancez avec votre sac, même s'il est lourd. Avancez même quand vous ne savez pas où vos pas vont vous mener. Avancez avec votre cœur intact. Parce que ceux qui avancent avec un cœur pur finissent toujours par arriver à un endroit où ceux qui ont choisi la méchanceté n'ont pas accès. Douala vous regarde. La vie vous regarde. Et parfois, sur un trottoir ordinaire d'une avenue ordinaire d'une ville bruyante et chaude, le destin s'arrête, baisse sa vitre, et dit « Excusez-moi, vous avez fait tomber quelque chose. Gardez votre enveloppe. Gardez vos 35 000 francs. Gardez votre dignité. Le reste viendra. » L'histoire d'Anita est terminée. Mais votre histoire, elle, continue. Et vous seul ou vous seul décidez de la façon dont vous allez l'écrire à partir de maintenant.